Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler à nouveau de la guerre du Golfe 2.0 à travers le duel entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la guerre du Golfe 2.0, effectivement, comme son nom l'indique, elle concerne certaines puissances du Golfe, mais c'est pas un affrontement militaire direct. Il n'y a pas de guerre en Arabie Saoudite, au Qatar ou aux Émirats. Non, mais par contre, on peut jouer à se faire la guerre à travers des milices interposées dans des pays plus pauvres, que ce soit le Yémen ou la Somalie. Et il y en a eu d'autres dans la dernière décennie. Et puis cette guerre, elle revêt d'autres attraits, que ce soit au niveau de l'art, que ce soit pour les musées, au niveau architectural, qui aura la plus grande tour, la plus belle, la plus futuriste, les projets les plus incroyables, qui aura le meilleur Grand Prix de Formule 1, et surtout, qui aura le meilleur club de football, qui aura les droits TV concernant la fameuse Golf Cup, cette un peu coupe des princes, cette coupe du golf qui suscite tant de convoitises chez ces princes. Bienvenue aujourd'hui dans les arcanes de ce Manchester City Paris Saint-Germain, de ces Émirats et du Qatar qui depuis plus de 10 ans, hors des sentiers battus, se font un peu une espèce de guerre à coups de dizaines de millions. Alors avant toute chose, dans un point de vue géopolitique, en effet, on a levé le blocus sur le Qatar ces derniers mois, dont les Émirats étaient un ardent opposant, on se rappelle, avec l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et l'Égypte à l'époque. Et là, on s'est fait un petit peu des bisous sur la joue, il y a eu une réconciliation sous fond quand même d'une situation économique préoccupante pour certains pays du Golfe. Alors, ne vous y fiez pas, derrière, il y a quand même toujours des tensions, principalement entre les Émirats et le Qatar, et ce Manchester City Paris Saint-Germain le montre très très bien. C'est-à-dire, on se rappelle il y a quelques années de l'affrontement qui avait été d'ailleurs fatal à Laurent Blanc, mais pas qu'à Laurent Blanc, il y avait une tension extrême, et lors de l'élimination du Paris Saint-Germain, l'émir du Qatar, il parlait à plus personne. Même Nasser El Khelaifi, pendant un moment, il n'y avait personne qui le prenait au téléphone. Pourquoi? Parce que les égos, déjà boursouflés des monarques en question, là c'est une question de prestige. Et quand tu poses la question, mais des deux côtés, on te dit, mais on préfère être éliminé en huitième de finale que perdre en demi-finale face à notre pire ennemi. Imaginez derrière que City, avec ses nouveaux propriétaires, ou le PSG, version QSI, puisse remporter cette compétition. Ah mais là il y a un ulcère qui se fera soit à Abu Dhabi, soit à Doha. C'est absolument inenvisageable. Et en plus de ça, tu as une petite notion, c'est Pep Guardiola. Pep Guardiola qui jouit de très bonnes relations, d'ailleurs encore avec le Qatar, qui a toujours été le rêve du Qatar. Ils ont signé un chèque en blanc quasiment. Mais en face, qu'est-ce qu'on a fait? On a signé un autre chèque en blanc et on lui a dit, mais tu ramènes tout le monde, etc. et tout. Il y avait une bataille absolue pour s'attirer les faveurs de Guardiola. Ça a été inimaginable. Et ça rappelle d'autres affaires. On va revenir en 2004, le meilleur 2004. C'est la Coupe du Golfe, cette fameuse coupe donc, qui met en jeu donc, le Oman, le Stade Oman, le Yémen, le Koweït, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Irak, enfin bref. C'est une coupe assez importante dans la région, mais qui reste un tournoi d'importance quand même mineure au niveau international. Mais pour les princes, elle est très importante. Et au Qatar, en 2004, si tu regardes le contrat de droit TV, on dépasse le $1 million. Ça reste raisonnable parce que c'est un tournoi très court. 2009, Sultanat d'Oman. Et bah oui, entre-temps, il y a eu la folie des droits TV. Parce que Al Jazeera a commencé vraiment à se lancer, à récupérer pas mal de droits. Oh là 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 là. On termine à 26 millions de dollars le contrat. On est passé en 5 ans de 1,1 je crois, à 26 millions. Où on surenchérissait entre Abu Dhabi, les Saoudiens. Oh là là là. Et donc c'est Al Jazeera, donc le Qatar, qui empoche la mise à 26 millions. Il y a fureur derrière. Derrière, c'est une surenchère l'année d'après encore sur le Yémen, où on propose des choses politiques également. Et là, tu te rends compte à quel point cette Coupe du Golfe, elle est politique, et qu'elle fait surtout l'ego, les ambitions des princes. On va se battre pour des droits TV. Tant et si bien qu'en 2014, c'est l'ironie, vous avez les gens des Émirats qui disent non mais en gros la Coupe du Golfe, elle n'est plus viable à cause de cette bataille sur les droits TV. Et derrière, qu'est-ce que vous avez là pour la petite anecdote, puisque la prochaine édition se déroulera en Irak, que le Qatar a gentiment offert en retirant sa candidature pour avoir de bonnes relations. Donc si vous voulez, cette guerre des droits TV là, on l'a revue derrière au niveau international. Et oui, Al Jazeera commence à récupérer certains droits. Et vous vous rappelez qu'au début, l'idée d'Al Jazeera Sport, c'est de dire au MENA, donc dans les pays arabes, on va vous donner le sport gratuitement, etc. et tout, enfin bref. Ce qui au final n'a pas vraiment été le cas, puisque derrière les abonnements étaient très chers et il y aurait beaucoup à dire. Et bref, donc Al Jazeera, qui deviendra ensuite beIN Sport, récupère pas mal de droits pour la zone du MENA, donc du Moyen-Orient et des pays arabes. Sauf qu'en 2009, Abu Dhabi Sport récupère les droits de la Première Ligue. Stupeur. S'ensuit un prochain appel d'offres. Et là donc, au Qatar, on a un peu peur. On se dit, mais peut-être que les Émirats vont récupérer d'autres droits, c'est compliqué. Donc Nasser El Khelaifi et Youssef El Obaidi, qui est le CEO, je crois, de beIN aujourd'hui. Donc il y a des rendez-vous, etc. Et on a une espèce de pacte de non-agression tacite. En gros, beIN n'ira pas sur la Première Ligue et eux n'iront pas sur la Ligue des Champions. Ok. 2013, qu'est-ce qui arrive? Pour un chiffre record de 300 millions de dollars, MP Silva empoche la mise.
MP Silva. Alors les suiveurs de la chaîne, ils l'entendent souvent, hein, du fameux Ricardo Silva. Et qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils revendent à Al Jazeera qui revend à Bein. Eh ben oui, parce que Ricardo Silva, c'est l'ami à Nasser. Nasser qui est allé promettre aux Émirats. Mais non, non, la première ligue, on touche pas. Et donc derrière, ils ont récupéré les droits. Alors là, après avoir promis tout, boum. Parce que Ricardo Silva, en effet, à l'époque, c'est le grand ami du Qatar. Donc il avait racheté, entre guillemets, pour ensuite revendre derrière. Et là, ça avait été terrible. Et derrière, tu vois quoi? Tu vois MP Silva récupérer des droits de la Coupe du Golfe et dire, bah vous savez quoi? En gros, selon les pays, c'est pas le même prix. Et pour les Émirats, on vous cartonne. On réclame des sommes folles. Donc, nouvelle bisbille à ce niveau-là, entre MP Silva, le Qatar, les Émirats. Ça, vous allez me dire, c'est juste pour des droits TV quand même. C'est comment on peut se faire autant la guerre? Ah bah oui, alors on parle pas ensuite de l'affaire Bihat, entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ça, c'est juste entre les Émirats et le Qatar. Donc, il y a une vraie tension. Et c'est vrai que Nasser Al-Khelaifi est détesté à Abu Dhabi à cause de ce qui s'est passé en 2013. On n'a pas accepté ce qu'il a fait et tout. Et de l'autre côté, eh ben, on a essayé de le pourrir, de trouver des choses. Alors derrière, il y a eu des articles qui ont à un moment donné été sortis, etc. contre le Qatar, contre le PSG. C'est génial. C'est génial. Maintenant, pour l'image. Arrive donc Manchester City, Paris Saint-Germain. Deux clubs avec des stratégies différentes. Manchester City, c'est le City Football Group, c'est-à-dire des possessions aujourd'hui dans le monde entier. On rappelle qu'il y a des clubs au Japon, en Australie, aux États-Unis, en France avec 3, en Espagne avec Girona, en Belgique avec Lommel. On rappelle qu'il y a des partenariats qui sont en Bolivie, que ça soit aux États-Unis également dans des Five, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, on se rend compte que c'est un conglomérat, que c'est un groupe qui va même en Chine, qui va en Inde. Enfin bref, c'est un groupe absolument colossal. Et en parlant d'Inde, Mumbai, qu'est-ce qui se passe? Le club, il y avait des problèmes financiers et tout. Ok. Le Qatar est contacté par Nasser, etc. Donc, ça négocie le prix et tout. Et qu'est-ce qu'ils font les Émiratis quand ils apprennent ça? Bim bam boum. Allez, on se fait la guerre pour récupérer le club de Mumbai maintenant. Bah oui, tant qu'à faire. Sauf que derrière, en fait, il y avait un contrat de téléphonie aussi, hein, que les Émirats ont récupéré. Parce que c'est jamais complètement du foot, hein, c'est toujours autre chose. Et ça, c'est le gros point fort des Émirats. C'est qu'on les voit pas venir, mais attention, c'est comme DP World dans le domaine portuaire, où ils sont quasiment de partout aujourd'hui. On se rend compte, et ben le City Football Group, c'est un peu ça. C'est des actifs un peu de partout dans le globe, et des fois, c'est également des deals politiques, pas simplement de business. Là, en Inde, en effet, c'était purement du business, mais en Chine, il y avait un deal un petit peu peu politique avec un club qu'ils ont récupéré, et souvent, c'est corrélé à travers les possessions d'autres actifs. Donc à ce niveau-là, ils sont assez réalistes. De l'autre côté, le Qatar a une stratégie aussi très intelligente quelque part, qui a énervé tous ses voisins. Je vous rappelle que ce microscopique émirat, quand même, a gagné une influence absolument terrible, que ce soit au niveau politique, au niveau régional et au niveau international. Et évidemment, sa stratégie sportive a joué à se concentrer sur un seul club, dont ils ont fait une marque. Et pour ça, quand même, il faut féliciter encore les équipes de Jean-Claude Blanc et tout. Et surtout, l'organisation de la Coupe du Monde. Ça n'a toujours pas été géré par tous ses voisins, je peux vous le dire. Et ça, c'était l'idée de Timim, donc l'émirat actuel, qui à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, avait un conseiller britannique. Je crois que ça vient de ça, qu'aujourd'hui à la retraite, c'est ce conseiller-là qui lui avait expliqué l'importance du sport, etc. Sachant que lui-même, Timim, était quelqu'un de très sportif, grand amateur de football, grand amateur de tennis, etc. Mais on est sur des stratégies différentes, parce qu'au Paris Saint-Germain, à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on s'inspirait pas un peu du City Football Group en allant récupérer d'autres clubs, afin de faire gonfler la valeur, et quelque part faire aussi un conglomérat. Donc on se rappelle qu'il y a eu des discussions avec un club portugais, c'était quasiment fait, puis finalement non. Il y a eu des discussions, comme je vous dis, avec Mumbai, il y a eu des potentiels autres partenariats, mais finalement on est parti sur autre chose. Dans le même temps, le Qatar a essayé de développer d'autres points, et là où ils ont été bien plus forts, où les Émirats ont un train de retard, c'est évidemment l'équipe nationale. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, les passeports de naturalisation, mais c'est faux en fait. Aujourd'hui, le Qatar, l'équipe du Qatar, c'est quelque part la seconde génération d'émigrés, c'est-à-dire des gens qui sont venus, soit somaliens, que ça soit yéménites, irakiens ou que sais-je encore, pour travailler au Qatar. D'autres diront pour se faire exploiter, chacun en remettra sa nuance. Mais en tout cas, c'est leurs enfants qui sont nés au Qatar qui aujourd'hui représentent le pays. Donc on peut pas dire ils ont acheté ça, etc. Ils ont acheté des passeports. Je veux dire, aujourd'hui, tu as beaucoup moins de naturalisation, et c'est également le travail de fond d'Aspire qui est un modèle aujourd'hui dans toute la région et même dans le monde entier. Ce qu'ils ont fait sur Aspire, on va me dire ils ont beaucoup d'argent, mais en face ils ont le même budget, hein, mais ils n'ont jamais réussi à faire un projet aussi développé, que ce soit Aspetar en termes de soins, etc. Et vis-à-vis d'Aspire, que j'ai pu visiter, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel Aspire pour tous les sports. Et dans le foot, ça apporte ses résultats, puisqu'aujourd'hui le Qatar, en effet, est la meilleure équipe, sans conteste, du Golfe. Même sans doute devant l'Arabie Saoudite. On peut dire tout ce qu'on veut. Quand tu vois la dernière Coupe d'Asie, on rappelle, victoire du Qatar, et même ailleurs, ce qu'ils ont fait à la Copa América et tout, en effet, aujourd'hui, ça pèse. Donc, comme vous voulez, c'est deux stratégies complètement différentes.
D'un côté, on a fait un conglomérat avec Manchester City et le City Football Group à travers des actifs dans le monde entier. De l'autre côté, au Qatar, on a un club phare, le Paris Saint-Germain, dans une ville phare, et on a surtout l'organisation de la Coupe du Monde, et pour être bien, également le développement d'une équipe nationale avec des grandes infrastructures et également la tenue de plusieurs congrès liés au sport et principalement au foot au Qatar. On rappellera également certains liens aujourd'hui entre Qatar Airways, la FIFA et tout ça. Mais bref, pour terminer là-dessus, parce que c'est important, outre les droits TV et les clubs de foot et tout, il y a également les compagnies aériennes. Et oui, rappelez-vous, entre Fly Emirates, Qatar Airways. Et là, on se rend compte qu'en fait, le foot a été une vitrine absolument incroyable pour les deux Émirats. Donc, ça explique évidemment les tensions. Et comme je vous le dis, celui qui va perdre, c'est incroyable. Mais tu écoutes, tu as l'impression que c'est la bataille navale, vous savez, quand on était petit. Coulez, coulez. C'est exactement pareil. Là, on a deux personnes. Deux Émirats, ils sont derrière leurs petits écrans et ils espèrent un truc, c'est couler l'autre. Et derrière, si ça se passe pas, vu à quel point ils sont un peu colériques, mais il risque d'avoir quelques changements. Alors évidemment, il ne faut faire aucun pronostic avec la volonté et les desiderata des monarques, mais ça reste quand même d'être intéressant pour le gagnant et pour le perdant. Le gagnant sera sans doute couvert d'or. Le perdant, par contre, on pourra peut-être le virer ou lui couper la tête. Enfin bon, couper la tête, c'est évidemment dans le sens figuré. Bref, je pense en avoir assez dit. Je vous souhaite à tous un bon match, bonne chance à City et bonne chance au Paris Saint-Germain. Et nous, on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao!